Comment les gouvernements occidentaux ont fait taire les soutiens à la Palestine. C'est un rapport de la FIDH, donc la Fédération internationale pour les droits humains, qui s'est penchée sur cette question. Et pour en parler, on est avec Arthur Dumas, qui est data journaliste pour l'Humanité. Oui, exactement. C'est un rapport de la Fédération internationale pour les droits humains qui est publié aujourd'hui, qu'on révèle en exclusivité dans l'Humanité ce matin. C'est un rapport qui couvre quatre pays, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Royaume-Uni, et qui en fait s'est intéressé à savoir, essayer de déterminer comment dans ces pays-là on avait systématiquement passé au silence les mouvements de solidarité envers la Palestine. Et c'est un rapport très très long, très très fourni, qui donne beaucoup d'éléments de comparaison et des éléments où on voit qu'il y a une dynamique globale entre ces quatre pays. Et justement, quel type de répression est mis en place pour faire taire les soutiens à la Palestine? La répression la plus visible qui est mise en place, c'est surtout au niveau des manifestations. On a vraiment deux phénomènes, vraiment l'interdiction et la répression de ces manifestations-là. En France notamment, on a eu dès le début du conflit, Gérald Darmanin, le 12 octobre, annonce clairement la couleur en disant que toutes les manifestations en solidarité avec la Palestine seront interdites et que, dans le cas où elles se tiendraient quand même, ça engage les manifestants à des poursuites et à des interpellations. Et en plus, voilà, ça a été souvent le cas. On a beaucoup de manifestations parisiennes interdites, donc nassées, les gens verbalisés, si ce n'est violentés ou arrêtés. C'est à peu près la même chose en Allemagne, où les auteurs du rapport estiment que près de la moitié des manifestations pro-palestiniennes ont été interdites. Et grossièrement, c'est un peu le même phénomène partout, à savoir qu'il y a vraiment eu une interdiction assez poussée en Allemagne et en France, à Londres, enfin au Royaume-Uni. À Londres, ça a longtemps été l'épicentre du mouvement de solidarité internationale pour la Palestine. Il y a eu des manifestations qui ont rassemblé plusieurs centaines de milliers de personnes à Londres. Et là, c'est pareil, il y a eu d'emblée, que ce soit directement, ça a été le gouvernement de Richie Sunak au début, donc plutôt conservateur. Ensuite, il y a eu une alternance avec l'arrivée de Keir Starmer et les travaillistes. Mais ça a été grosso modo la même chose dès le début. Il y a une loi anti-manifestation qui a été modifiée par le gouvernement Sunak, qui en fait permet à la police britannique d'intervenir dans des perturbations plus que mineures. Donc, ça veut dire c'est un peu compliqué. Avant, c'était des perturbations qui devaient être graves. Donc, il y a eu vraiment une grande démarche de soit on essaye d'interdire, soit on montre par la force à ces manifestants que on ne va pas les laisser protester la plupart du temps pacifiquement contre la politique israélienne, contre l'apartheid, contre les bombardements, les massacres, etc. Oui, c'est une question de déplacer aussi le curseur, par exemple, avec cet exemple-là que tu as donné, des infractions plus que mineures au lieu des infractions graves. Donc c'est vraiment une manière de resserrer encore plus le champ pour pouvoir permettre plus de répression. Oui, c'est ça exactement. Dans le cas du Royaume-Uni, c'est vraiment ça. Si on va aller modifier une loi pour pouvoir répondre, ça trahit quand même un aveu de faiblesse parce que le gouvernement se rend compte qu'il va y avoir un mouvement qui va durer et que ça va être très important, très suivi. Pour autant, ça ne s'aligne pas du tout dans le cas britannique, mais comme dans tous les autres pays, dans la position officielle qui a été dès le 8 octobre 2023, ça a été soutien inconditionnel à Israël et surtout reconnaissance du droit d'Israël à se défendre. Donc ça ne va pas avec quand vous avez des centaines de milliers de personnes dans la rue qui demandent l'arrêt des actions militaires. Donc c'est ça, c'est de se permettre de pouvoir avoir des outils pour empêcher ces manifestations. Il n'y a pas eu que ça. On prend l'exemple britannique, par exemple. J'en parlerai peut-être un peu plus tout à l'heure, mais la ministre de l'Intérieur de l'époque s'appelait Swaverman, je me souviens plus de son prénom. Elle, en fait, dès octobre, elle adresse une lettre à la police. Et le contenu de sa lettre est largement décrit dans le rapport de la FIDH. Et c'est assez hallucinant, quoi. Enfin, elle explique aux policiers que en fait, tout port de certains vêtements ou de certains symboles peut être directement assimilé à un soutien explicite au Hamas. Enfin, il y a vraiment une criminalisation des manifestants qui est assez ahurissante.
En France, on a eu des débats politiques et médiatiques complètement lunaires sur la nature de ces manifestations, qui, je le rappelle, étaient des manifestations pacifiques, où voilà, on a systématiquement, en plus de les interdire et de les réprimer, de verbaliser les manifestants, de les arrêter et de les violenter en manifestation, on a eu aussi tout un discours institutionnel et médiatique qui a fait qu'on on a assimilé ces manifestants à autre chose que leur message de base. Enfin, c'est quand même un message de paix à la base. Et voilà, donc là, on dit bah, voilà, c'est des soutiens du Hamas, etc. Sans même parler de l'accusation quasi systématique d'antisémitisme. Donc oui, voilà, ça s'inscrit dans... c'est ça qui est assez surprenant, on le remarque dans plusieurs dans ces 4 pays-là, quoi, dans une dynamique qui est similaire. Et justement, donc, on a pas mal aussi parlé de la France par rapport à ça, et on va pouvoir juste voir un extrait, puisqu'on avait donc parlé d'une garde à vue de 22 heures de Lies et Lisa, qui avaient donc montré un drapeau palestinien sur le parcours du Tour de France. Et pour ça, ils avaient fait 22 heures de garde à vue. Donc je vais juste mettre un extrait, vu que ça relate pas mal avec ce qu'on disait juste avant. Tu bouges, t'éclates. T'as compris maintenant? C'est juste ici qu'on s'est fait interpeller puis garder à vue pendant 22 heures pour avoir accroché un drapeau de la Palestine sur un bandeau de signalisation sur le parcours du Tour de France. Je ne vais pas le laisser. Est-ce qu'on peut discuter avant? Non. Oh, vous lâchez le drapeau. Il y a moi. Allez, vous venez, c'est bon. Interpellé, c'est bon. On n'a même pas le droit de sortir un putain de drapeau palestinien, regardez. Le drapeau américain là-bas, vous l'avez vu ou pas? Tu bouges, t'éclates. T'as compris maintenant? Là, je te citais l'exemple de cette ministre britannique. En France, ça a été le cas aussi. Enfin, on a criminalisé le kéfier, le drapeau palestinien. Ce qui est quand même ahurissant, c'est que c'est le drapeau, quoi. Enfin, je veux dire, il n'y a aucun autre drapeau qui serait soumis aux mêmes critiques. Donc ça a été justement cette répression des manifestations, elle est passée par l'interdiction, mais aussi par toute cette criminalisation du manifestant, les espèces de stratégies, de stratagèmes juridiques pour essayer de les interdire. Il y a des cas assez hallucinants aux États-Unis, où déjà il y a eu énormément de manifestations aux États-Unis. Le chiffre que sort la FIDH, qui est assez intéressant, c'est quand même plus de 12 000, je crois, entre octobre 2023 et juillet 2024. Enfin, c'est énorme. Pareil, grosse répression policière. Même avant le retour de Donald Trump au pouvoir, Joe Biden s'est toujours inscrit dans un soutien inconditionnel à Israël. Et aux États-Unis, dans certains États, des États qui sont allés jusqu'à réactiver des vieilles lois un peu obscures qui en fait étaient utilisées à l'époque pour lutter contre le Ku Klux Klan, et qui du coup légiféraient sur la question de porter un masque dans l'espace public. En fait, ils se sont servis de ces lois-là pour, par exemple, interdire aux manifestants de se dissimuler le visage en manif. Donc ça, c'est vraiment au niveau plutôt local aux États-Unis, c'est ça ce que cite le rapport. Et puis le gouvernement fédéral est allé encore plus loin. Le gouvernement fédéral a essayé d'étendre une loi qui s'appelle, j'ai plus l'acronyme exactement, mais c'est une loi qui en fait garantit un droit d'accès aux cliniques d'avortement aux États-Unis, parce que c'est souvent un lieu où souvent le genre de lieu où il y a des militants pro-life qui viennent empêcher ou alors perturber les patientes qui viennent pour... Oui, c'est la loi Freedom of Access to Clinic Entrances. Et en fait, ils ont essayé de l'élargir aux lieux de culte pour poursuivre des militants dans un cas très précis qui en fait étaient allés manifester devant un temple juif, mais devant un temple juif où se déroulait pendant la manifestation une vente aux enchères d'habitations qui avaient été confisquées par des colons en Cisjordanie. Donc ça montre, c'est encore un autre exemple de, tu vois, comment ces États ont vraiment fait des espèces de pirouettes législatives pour essayer tant bien que mal d'éteindre la protestation. En plus, cet exemple-là, il est encore plus parlant, je trouve, parce que c'est vraiment pour un cas spécifique d'une vente aux enchères dans un temple juif, on décide d'élargir cette loi pour pouvoir
permettre... Ouais, exactement. Alors après, le rapport cite ce cas. Moi, je pense qu'il y avait un intérêt aussi pour le gouvernement fédéral américain du coup, de se dire que ça va se reproduire. Et donc, quand ça va se reproduire, on peut utiliser cette loi-là pour... puisqu'en fait, et ça montre aussi un abus de faiblesse, parce que si on en arrive à ce genre de stratagème, en fait, ça veut dire qu'on n'a rien pour poursuivre légalement ces manifestants. Ça veut dire qu'il faut qu'on ruse, etc. Donc, c'est un des exemples parmi tant d'autres. C'est un très très long rapport de 60 pages. Il y a plein d'autres exemples, mais c'est vrai qu'il est assez significatif. Et là, donc, dans cet exemple-là, c'était une loi qui avait été élargie. Est-ce que tu aurais d'autres exemples où c'est plus des lois qui sont détournées de leur utilisation première pour permettre cette répression-là ? Oui, bien sûr, ouais. Mais ça va un petit peu avec ce que je disais sur la criminalisation en fait, de ces manifestants-là. Et c'est aussi quelque chose qu'on retrouve clairement dans le discours de propagande israélien. C'est l'assimilation de tout soutien de la Palestine au Hamas et à du terrorisme par extension. Ce qui fait que dans le rapport, on remarque quand même un point qui est assez intéressant, c'est que il y a eu un dévoiement des lois antiterroristes, spécialement, je dirais, en France et au Royaume-Uni. Toujours essayer d'assimiler n'importe quel soutien aux Palestiniens à un soutien en fait au Hamas, ce qui n'est vraiment pas la même chose. Par exemple, en France, ça s'est traduit par beaucoup d'enquêtes policières pour le délit d'apologie du terrorisme. Certaines allant même très loin, enfin, dire contre des responsables contre des syndiqués, contre des politiques. Enfin, Mathilde Panot a été convoquée par la police, a été entendue par la police par rapport au communiqué de la France Insoumise, le communiqué qui avait été publié le 7 octobre. Plusieurs syndicalistes, je pense qu'il y a aussi Anas Kassib, des personnes de la CGT. Enfin, vraiment, ça a été détourné totalement. Ça veut dire qu'on a utilisé ce dispositif légal qui est normalement censé lutter contre le terrorisme vraiment pour des personnes qui la plupart du temps en fait partageaient sur les réseaux sociaux des messages de soutien au peuple palestinien. Et donc la ministre dont on parlait tout à l'heure aussi au Royaume-Uni, Suella Braverman, elle a fait exactement la même chose, comme je te disais. En fait, c'est un peu plus sournois encore, je dirais, au Royaume-Uni, parce que le fait de dire à la police, là je caricature, mais si les manifestants ils portent un drapeau palestinien et un kéfier, on peut le considérer comme un soutien explicite au Hamas. Il faut savoir qu'en Grande-Bretagne, il y a une loi sur le terrorisme, une loi contre le terrorisme qui date de 2000. Et en fait, l'article 12 de cette loi explique que tout soutien, toute expression de soutien ou de croyance à un groupe classé comme interdit, or le Hamas l'est depuis 2021 au Royaume-Uni, du coup est passible de poursuite, quoi. Donc si on dit à la police que les manifestants qui porteraient des drapeaux palestiniens ou des kéfiers soutiennent le Hamas, légalement, ça peut ouvrir la porte à ce que des gens soient poursuivis sous le coup de cette loi antiterroriste britannique. Et donc, c'est quand même pas du tout le but d'une loi antiterroriste à la base, d'aller servir à réprimer des manifestations. Et en Grande-Bretagne, il y a certains cas qui sont assez ahurissants. Il y a le rapport fait état d'une journaliste qui, par rapport à ce qu'elle a écrit, via cette loi, a été assignée à résidence. Son matériel a été saisi, quoi. Donc là, c'est vraiment une dérive qui est assez inquiétante quand même de la part de démocratie libérale. Enfin, c'est quand même assez ahurissant de voir que des dispositifs de lutte contre le terrorisme en viennent à être utilisés contre des manifestants ou des journalistes ou des artistes, etc. Ouais, des penseurs, des chercheurs, des artistes, etc. Est-ce que ça s'est déjà vu par le passé, ce genre de mécanique-là, où on peut quand même estimer que c'est assez inédit ? Il y a toujours eu, on pourrait parler d'autres sujets, il y a aussi des lois antiterroristes par exemple qui sont assez fréquemment utilisées pour réprimer des militants, je pense aux militants sur le climat. Mais là ce qui est assez inquiétant, je pense, et c'est là-dessus que le rapport est très intéressant, c'est que il y a quand même quelque chose de nouveau, c'est qu'on voit, quand on regarde, quand on prend un peu du recul, je veux dire, là ça fait 2 ans, et qu'on regarde, qu'on prend 4 pays
où la contestation et où les manifestations de solidarité avec les Palestiniens ont été très très importantes. Et quand on voit qu'il y a quelque chose d'inquiétant, parce qu'on voit qu'il y a une dérive et ça s'accélère, quoi. Et ça se massifie surtout parce on retrouve à peu près la même logique entre la France et le Royaume-Uni. Donc il y a quelque chose d'assez inquiétant là-dedans. Et concernant la dissolution d'Urgence Palestine, qui avait été lancée par Retailleau en avril, est-ce qu'on peut dire que ça s'inscrit dans cette même démarche Oui, bien sûr. C'est un des autres moyens de réprimer des manifestants, puisque Urgence Palestine a quand même été le fer de lance d'énormément de mobilisation à Paris ou et ailleurs aussi. Oui, forcément, c'est plus pratique si on va la dissoudre. Là, on attaque le mouvement à sa base, et donc du coup, on lui coupe l'herbe sous le pied. Et ça fait partie aussi. Et ce qui est assez étonnant, parce que d'habitude, quand on entend des dissolutions, il y en a eu aussi. Il y a eu des tentatives de dissolution qui ont été d'ailleurs retoquées, mais c'est souvent plutôt des groupuscules de néo-nazis, d'extrême droite. C'est pas une association qui organise des manifestations pacifiques, théoriquement. Le rapport, il parle aussi de la définition de l'antisémitisme. Quelles sont les conclusions par rapport à ça ? Alors, c'est ça que je pense que le dernier point le plus intéressant de ce rapport, c'est que là, on le remarque, il y a quand même une dynamique dans les 4 pays, alors avec une petite différence pour la France, mais en fait, dans les 4 pays étudiés, donc la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les États-Unis, on a vraiment il y a une certaine définition de l'antisémitisme qui a une force, c'est la définition de l'IHRA, qu'en français c'est l'Alliance internationale pour la mémoire de l'Holocauste. Et en fait, historiquement, c'est quand même une définition qui a déjà fait parler d'elle en fait, par le passé, à partir des années 2015-2016. Et cette définition-là, elle assimile l'antisionisme et plus largement toute critique de la politique de l'État d'Israël à de l'antisémitisme. C'est-à-dire qu'il y a une confusion entretenue entre l'antisionisme, l'antisémitisme et aussi plus largement le fait de publiquement critiquer la politique israélienne. Ce qui pose quand même un vrai problème et ce qui en plus essentialise totalement le judaïsme à l'État d'Israël, ce qui est quand même faux. Et cette définition-là, la France, par exemple, est le seul État à ne pas l'avoir textuellement adoptée. C'est-à-dire qu'on n'a pas fait passer de loi pour dire, voilà, nous, maintenant, on reconnaît cette définition-là. Elle a quand même été adoptée par le Parlement en 2016 et aussi par la mairie de Paris. Mais par exemple, dans tous les autres pays, cette définition-là, elle a fait l'objet de lois. Par exemple, elle a été adoptée officiellement au Royaume-Uni par Theresa May à l'époque. Elle figurait déjà dans des décrets de Donald Trump en 2019. Et là, elle a été intégrée en fait à un projet de loi qui s'appelle l'Anti-Semitism Awareness Act, qui a été adopté par la Chambre des représentants en mai 2024, mais qui doit maintenant attendre l'approbation du Sénat. En Allemagne, c'est pareil. Elle a été adoptée officiellement en 2017. Sachant qu'en plus, ça s'inscrit dans un mouvement politique qui considère que la sécurité d'Israël en fait, est une raison d'État allemande. Et en fait, cette définition de l'antisémitisme, après tout ce que je viens t'expliquer et tout ce que le rapport met en lumière, c'est du coup un aboutissement, parce que ça veut très bien dire noir sur blanc que du coup les gens qui descendent dans la rue pour exiger qu'on arrête la folie génocidaire de Benjamin Netanyahou, peuvent, dans le sens de cette définition-là, ils peuvent être considérés comme antisémites. Donc c'est encore une possibilité en plus pour réprimer, pour faire taire en fait les mouvements de protestation, ce qui est totalement faux. Enfin, ça n'a rien d'antisémite de protester pacifiquement pour l'arrêt du génocide à Gaza. Et par exemple, il y aurait des dizaines d'exemples d'accusations d'antisémitisme, enfin d'instrumentalisation de l'antisémitisme en fait, avec des accusations mensongères. Il y en aurait plein. Le rapport parle de ces dénonciations mensongères. Oui, il y en a. Enfin, dénonciations mensongères, enfin de coups médiatiques, quoi, dénonciations médiatiques, de vindicte, ou vraiment d'un mouvement aussi où c'est souvent la classe politique, une partie de la classe politique qui en est à l'origine.
Je pense que ce que j'explique dans le papier, il y a quelque chose qui est très symbolique de cette dérive-là en Allemagne, c'est que quand même quand vous avez Yuval Abraham et Bazel Adra qui sont les co-réalisateurs du documentaire No Other Land, en fait, lors de leur discours en février 2024 à la Berlinale, ils appellent à la fin de l'apartheid et à un cessez-le-feu. Et là, il y a toute la classe politique allemande jusqu'au chancelier Scholz qui leur tombe dessus et qui les accuse d'antisémitisme. Et le gouvernement allemand est allé jusqu'à demander des comptes en fait à l'organisation de la Berlinale. Donc ça va quand même très loin, quoi. Alors que je rappelle, c'est quand même 2 réalisateurs qui ont signé un documentaire justement qui intègre un point de vue palestinien et un point de vue israélien et qui appelle à la fin de l'apartheid et à un cessez-le-feu et on les taxe d'antisémitisme. Enfin, c'est complètement délirant, quoi. Avant de finir, tu voulais aussi revenir sur le bilan du génocide à Gaza, donc avec un autre article juste ici. Oui, exactement. C'est un article qu'on publie aujourd'hui également sur le site de l'Humanité. Moi, je trouve ça intéressant quand même de redire, là, ça fait 2 ans, on a quand même moyen d'avoir des chiffres, d'avoir des données, et ça peut-être illustre aussi pourquoi, en fait, on a eu autant de mouvements de protestation et de mouvements de solidarité envers les Palestiniens, parce que à l'heure actuelle, avec les chiffres qu'on peut accéder, c'est-à-dire, pour expliquer, ces chiffres-là, ils proviennent du ministère de la Santé de Gaza. En fait, ce sont des bulletins qui sont postés plus ou moins régulièrement et qui sont agrégés par certains sites qui en font des bases de données, donc on peut les consulter. Et ces chiffres-là, je le répète, même s'ils ont fait l'objet d'énormes bashing et que les rédactions des médias dominants ont mis énormément de temps à s'en saisir, mais en fait, ils sont toujours adossés au fait que ce soit des chiffres du ministère de la Santé qui est contrôlé par le Hamas, donc on y appose toujours une suspicion. Israël démentit ces chiffres pendant très très longtemps, alors qu'en fait, on n'a aucune preuve de falsification. Il y a eu plusieurs enquêtes internationales sur le sujet, on n'a aucune preuve. Et ces chiffres-là ne comptent que les victimes directes pour l'instant. Et les victimes dont on a pu récupérer le corps. Donc ça veut dire, ça veut dire qu'il est très certainement plus élevé. Et là, on compte quand même, en date du 13 octobre, 67 869 Palestiniens tués depuis le 7 octobre. Ce qui est, pour la stat, ce qui est plus que au cours de tous les conflits entre Israël et la Palestine depuis 1948, entre 1948 et 2022. C'est-à-dire que ce qui s'est passé depuis 2 ans, ça représente plus de victimes que ce qu'il y avait eu auparavant depuis la création de l'État d'Israël. C'est assez édifiant quand on regarde un petit peu la composition, parce qu'il y a une partie de ces victimes qui ont pu être identifiées, et on voit que si on retient la catégorie des mineurs, des femmes et des personnes âgées, on est à plus de 50% des victimes. Donc là encore aussi, ça contredit totalement le narratif d'Israël qui dit que il ne cible que des combattants du Hamas et que tout en considérant que tous les hommes en âge de combattre sont des combattants du Hamas, donc ce qui élargit quand même le champ. On a, peut-être que tu peux montrer, on a 30% des victimes, 30% de ces victimes identifiées là, elles ont moins de 18 ans. Enfin, les chiffres sont assez effarants. Et ces chiffres-là, c'est malheureusement qu'un début de bilan, parce qu'ils prennent pas du tout en compte déjà ils prennent pas du tout en compte déjà tous les corps qui n'ont pas pu encore être récupérés, qui sont bloqués, qui sont coincés dans les ruines. Il prend pas en compte aussi les gens qu'on a déclarés disparus. Et puis surtout, il ne prend en compte que ceux qui sont morts directement dans les bombardements ou dans les combats. Il ne prend absolument pas en compte les gens qui sont morts de la famine. Alors qu'on sait que ça concerne énormément de gens. Ces morts indirectes là, c'est énorme. Dans cet article, on a un anthropologue qui a beaucoup écrit sur le sujet, Didier Fassin, qui nous explique que, en fait, si on prend d'autres études, il y a eu plusieurs études. On a entendu parler, il y a des études de The Lancet qui avaient beaucoup fait parler, où on parle de 186 000 victimes. C'était en juillet 2024. Et en fait, Didier Fassin, il explique que si on se base sur des études épidémiologiques sérieuses, sur des conflits qui ont déjà existé, souvent le ratio, là l'exemple qu'il cite, c'est sur l'Afghanistan et l'Irak, le ratio c'est 4 fois plus de victimes indirectes. Donc là, dans notre cas, ça voudrait dire qu'on atteint les 270 000. Et on peut même se supposer, vu les spécificités de ce conflit, c'est-à-dire l'étendue de la destruction et le fait que ça se soit déroulé dans un tout petit territoire de terre qui est complètement enclavé, complètement soumis à un blocus depuis des années, on peut même tabler sur plus. Donc, c'est quand même assez ahurissant de se rendre compte de ces chiffres.
Ça veut dire que c'est vraiment la partie qu'on ne voit pas de l'iceberg, quoi. Ouais, c'est ça. Nous, pour l'instant, on voit que la partie visible de l'iceberg. Mais il y a toute une autre partie de ces victimes dont on n'a absolument aucune idée du nombre aujourd'hui. Et malheureusement, c'est ce que dit. Et ça risque de prendre énormément de temps et ça risque d'être difficile de faire un jour émerger en fait un vrai bilan consolidé à 100%. On sera toujours autour d'une estimation parce que les données seront difficilement... Parce que pour plusieurs raisons, parce que il faudrait que des enquêteurs indépendants ou d'agences, par exemple des agences onusiennes puissent s'y rendre. Donc là, ça supposerait que Israël, les États-Unis accordent ça, ce qui n'est pas gagné. Et puis, très simplement aussi, il y a le problème que certaines familles ont été totalement décimées. Donc c'est très compliqué aussi d'avoir des infos là-dessus, parce que quand vous avez toute une famille qui a été décimée par la guerre ou par le génocide, vous ne pouvez pas récolter des témoignages sur place pour savoir de quoi sont morts les gens, etc. Et toujours sur ce bilan, donc, et sur ces 67 000 morts, est-ce qu'on a des informations plus précises par rapport au genre des personnes, à leur âge, etc. Oui, exactement. On a un peu plus d'infos pour un panel un peu légèrement réduit. C'est-à-dire qu'il y a 60 199 victimes qui ont été identifiées, c'est-à-dire qu'on a rattaché les corps à des identités. Donc là, on peut connaître leur date de naissance et leur genre, donc ça permet de calculer plusieurs choses. Ce qui est assez intéressant, c'est que ça permet de calculer, de regarder ce que, par exemple, le gouvernement Netanyahou, c'est toujours, et l'état-major de l'armée, c'est toujours défendu en fait de cibler les civils, toujours expliqué qu'ils ciblaient en priorité les combattants du Hamas. Et bon, alors eux considèrent que tout homme en âge de combattre dans la bande de Gaza est de fait un combattant du Hamas, ce qui est quand même très discutable. Et en fait, même si on applique ce raisonnement-là, on se rend compte que en fait, au moins 54% des victimes sont soit des mineurs, des femmes ou des personnes âgées. Donc déjà, le narratif de propagande ne tient plus du tout, quoi. Et au final, c'est les données de l'armée qui le disent le mieux. Alors, c'est des données nous, on n'a pas pu y avoir accès, mais il y a plusieurs médias, donc le Guardian, plus 972 et Local Call, qui en fait ont produit une enquête en août basée sur des données internes à l'armée israélienne. Ces données-là, elles parlaient d'un moment où on comptait 53 000 morts. Et en fait, l'armée israélienne, elle comptabilisait seulement 17% de combattants du Hamas. Donc ça veut dire que vraiment, on est très très loin. Là, le calcul dont je vous avais parlé tout à l'heure, c'est vraiment pour illustrer que déjà même le narratif ne fonctionne pas. Et que dans les données internes à l'armée, on voit bien que c'est totalement l'inverse de ce qui est annoncé. C'est-à-dire qu'en fait, on vise en majorité des civils et un peu des combattants du Hamas, contrairement à ce qui est dit.